Au 21e rang de ma liste, c'est l'attaquant assez talentueux Benjamin Kindle qui joue pour les Hitmen de Calgary. Benjamin Kindle, c'est un joueur que on avait déjà surveillé l'année passée parce qu'il ressortait beaucoup avec son talent, ses mains. Puis c'est exactement ce qu'on a vu encore cette année, version peut-être un peu plus mature. Regardait beaucoup ses options, beaucoup de patience avec la rondelle, beaucoup de petits jeux de finesse. Était capable de déculotter un peu n'importe qui en vitesse. C'est pas le plus rapide, mais il était capable de déborder un petit peu, d'utiliser un petit peu ses mains pour déstabiliser les défenseurs. Sinon, il était capable aussi de tempérer le jeu, il était capable de garder la rondelle sur la palette un peu plus longtemps, faire en sorte que d'autres de ses coéquipiers qui s'en venaient. Donc c'est un attaquant, nous autres, je pense qu'il a monté un peu dans nos listes au TSLH au courant de l'année. Moi, je l'avais euh, 31 en juin, 30e au prelim, 23 au mid, et là, il termine 21e. Ça a été une très bonne saison pour lui, Kendall, du côté de la WHL, la Ligue de l'Ouest. Euh, L'équipe était bonne, mais il a produit de façon assez constante cette saison. Puis ensuite de ça, quand il est arrivé en série, je trouve qu'il a été encore une fois assez solide dans les moments clés aussi, en prolongation ou dans des débuts en troisième période, un peu clutch en tant que tel. Donc j'ai aimé cette facette du jeu-là de Kindle parce que c'est pas un gros gabarit, Benjamin Kindle. C'est un joueur de 5 et 10, 175. Donc gabarit très petit, très en finesse. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il était capable aussi d'aller chercher cet effort de plus. Ce deuxième effort-là, même si c'était pas toujours positif, même si il gagnait pas toujours sa bataille, je trouve qu'il essayait un petit peu plus. Donc c'est peut-être ce qui le différencie, si on veut, de Cole Rechny sur ma liste. Rechny, que j'ai juste 2 rangs en arrière, mais Kindle, c'est ça, c'est que le talent est parfois un petit peu plus accompagné en ce qui me concerne d'efforts physiques, de physicalité, d'essayer de barrer le bâton, d'essayer de protéger la rondelle, même si c'est pas, comme je dis, c'est très c'est limité, entre guillemets. Je compare pas les deux joueurs, mais j'ai eu une petite vibe de Artemi Panarin quand je le regardais jouer. Puis encore une fois, là, c'est ça, c'est plus regarder le style de jeu en tant que tel, parce que Kindle, outre le fait que c'est un excellent passeur, c'est un passeur qui est assez trompeur aussi, quand même, pas au niveau d'un Jake O'Brien, disons, mais il est capable de un peu manipuler les choses, il est capable d'un petit peu faire changer le rythme un peu du jeu à l'attaque, puis ensuite de ça, te surprendre. Mais il y a un très bon lancer aussi, Kendall. Moi, je trouve que c'est un des bons lancers de ce repêchage-là. Et le tir sur réception aussi, très solide. Tu sais, on n'en voit pas beaucoup des joueurs. On dirait que c'est un peu moins populaire, les tirs sur réception. Maintenant, je pense qu'on c'est rare qu'on voit vraiment un gars qui est positionné, disons, sur son half-wing de l'autre côté, puis qui est prêt à décocher des lancers sur réception. Kindle est capable de le faire. Et puis, il le fait très bien. C'est un excellent lancer qu'il a. Donc, euh, il a monté un peu dans ma liste jusqu'à 21, mais moi, ce que je trouve, c'est que oui, il y a des limitations physiques, mais il y a encore des choses à apprendre dans son jeu en général. Juste peut-être parfois être un petit peu plus, un petit peu moins fancy, un petit peu moins de jeu de dentelle. Parfois être un petit peu plus professionnel dans le style de pas toujours vouloir forcer certaines passes ou peut-être pas toujours vouloir tenter un jeu à bas pourcentage. Ça arrive pas nécessairement souvent non plus avec Kindle, mais c'est des choses que ça fonctionne dans le junior, mais c'est un peu plus difficile à faire fonctionner dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Euh, Moi, son patin, comme je le mentionnais, je trouvais que c'était pas nécessairement de la super vitesse, mais moi, je trouve pas qu'il patine lentement non plus. Euh, je trouve que par rapport aux défenseurs, il se débrouille bien. C'est sûr, c'est pas le plus rapide. C'est sûr qu'avec ce gabarit-là, on aimerait probablement avoir un peu plus de vitesse. Puis c'est un peu la même chose pour Cole Rechny, tant qu'à moi, mais l'intelligence, sa vision du jeu, son hockey IQ en tant que tel vient, selon moi, l'aider.
dans les situations offensives, puis vient aussi l'aider un peu en défensive, parce que en défensivement, je pense que Kindle, il est pas mauvais. Je pense qu'il est un peu moins bon que Reshny, mais je pense qu'il essaye, comme je le mentionnais, de venir avoir un petit rôle peut-être un peu en défensive. Mais si tu le repêches à ce rang-là ou dans ce coin-là, il faut vraiment que tu mises sur l'attaque, puis tu te dis, est-ce que est-ce qu'il peut venir ajouter cette petite touche-là défensive, peut-être? Dans le cas de Kindle, je pense que vous l'avez vu aussi au U18. J'ai trouvé, moi, qu'il avait été... ça n'avait pas été nécessairement un tournoi où il a été dominant. Il venait de quitter les séries dans la WHL. Une excellente série, en plus de ça, que ça avait été contre Lethbridge. Puis, il est arrivé, peut-être qu'il était un petit peu au bout du rouleau, entre guillemets, mais je trouve que le côté playmaking a été quand même très efficace. Je trouve qu'il a été capable de créer beaucoup d'occasions pour ses coéquipiers. C'était peut-être, le mandat était peut-être pas nécessairement d'être un joueur d'impact. Mettons comme les gars comme Brady Martin, les gars comme Braden Coots qui étaient déjà là, qui avaient déjà ce rôle-là à remplir. Donc peut-être que c'était vraiment d'ajouter Kindle à ce groupe-là, puis s'assurer que il ajoute un petit peu d'attaque avec son talent, mais qui vienne peut-être aider aussi côté un peu défensivement, puis des choses comme ça. Donc c'est un ailier, puis je pense qu'il a toutes les qualités pour être très dangereux dans la Ligue nationale. Je pense que le plafond est très élevé. C'est un joueur que je pense que tu peux mettre sur un top 6, éventuellement, évidemment. Puis il va rendre ses coéquipiers meilleurs, mais évidemment, encore une fois, comme je le dis, ça va prendre un petit peu plus d'aide côté physique le long des bandes et défensivement. Mais moi, je trouve que la saison qu'on a vue cette année, ça a été très encourageant. Je pense que ça a été... Déjà l'année passée, on voyait des flashs offensifs. Puis cette année, ça a vraiment pris un autre niveau. Je pense qu'il était... Dans le match contre les États-Unis, les 2 matchs contre les États-Unis, je pense qu'il a été correct. Ça n'avait pas été ses meilleures sorties overall. Je pense qu'il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que lui, mais... il s'était quand même bien débrouillé. Donc, je trouve qu'il y a eu une progression, tant qu'à moi, dans la saison. Du côté de Kindle, le Linka Gretzky, ça avait été un peu plus tranquille. Puis ensuite de ça, je trouve qu'il a bien fini. Il a fini en force. Donc, Benjamin Kindle, je pense que c'est pas le joueur complet qu'on s'attendrait, mais je pense qu'il travaille assez fort pour avoir une place, selon moi, sur un deuxième trio. Donc, c'est lui qui va être au 21e rang de ma liste. Au 20e rang, c'est le défenseur Logan Hensler, donc défenseur américain, qui jouait pour les Badgers de l'Université Wisconsin. 6 pieds 2, 200 livres. Ça a été une chute difficile pour Logan Hensler cette année. Je pense qu'il il était pas dans une bonne situation. On en a parlé plusieurs fois. Je pense que Wisconsin n'avait pas une très bonne équipe. Et puis, ça s'est ressenti, j'ai l'impression, dans le jeu général de Logan Hensler. Parce que l'année passée, quand on le regardait même au U17, mais bon, dans l'équipe de U17, mais le programme américain des U18, on voyait qu'il y avait quelque chose d'assez solide dans son jeu. C'était un joueur qui était capable d'être impliqué à l'attaque, qui était capable d'avoir un peu de physicalité en défensive, qui était capable d'avoir un bon bâton, de bien lire le positionnement, le devant du filet, de récupérer des rondelles, d'alimenter cette sortie de zone-là, puis parfois même lui-même, là, il prenait la rondelle, puis il prenait la rondelle, il s'en allait directement vers l'avant, allait s'insérer dans des discussions à l'attaque, comme troisième homme, comme quatrième homme ou en deuxième vague, peu importe. Donc, Hensler, je sais pas cette année ce qui s'est passé. En fait, on a une idée de ce qui s'est passé parce qu'on parle de Wisconsin qui n'était pas une bonne équipe, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, Hensler avait eu une saison moins bonne que qu'est-ce qu'il avait montré l'année passée à seulement 17 ans. Donc un petit peu plus risqué, un peu plus à risque défensif, quelques erreurs de couverture, des erreurs de concentration, parfois des pertes de rondelles un peu plus incompréhensibles, entre guillemets. C'est des jeux forcés ou des jeux où on dirait qu'il n'a pas bien lu la situation.
Donc ça, c'est des choses qui m'avaient... ça m'avait tout de suite surpris de voir ça cette année. Puis ça a juste continué dans son cas. Euh, il n'a pas été capable d'amener de l'attaque, pas nécessairement à côté but, parce que Hensler, ça n'a jamais été un gars non plus avec un boulet de canon à l'arrière, puis un lancer dévastateur où il venait. C'était vraiment de l'attaque en arrivant, oui, comme troisième homme, comme quatrième homme en deuxième vague, mais aussi juste la créativité, entre guillemets. Avoir cette possession de rondelle-là, puis d'avoir la seconde de plus, puis d'avoir le désir de trouver un coéquipier, de venir créer un peu de chaos dans la zone offensive. Je trouve qu'Hensler n'a pas eu l'occasion de le faire non plus cette année. Il l'a pas montré. Donc, on arrive à la fin de saison. Il y a 2 buts, il y a 12 points en 32 matchs dans la NCAA. Il est moins 13. C'est des statistiques qui sont moins bonnes que Sacha Boumedienne, mettons, qui était dans la NCAA aussi avec Boston. Qui est juste au début de ma deuxième ronde, mais j'ai l'impression que du côté d'Hensler, c'est le potentiel, c'est qu'est-ce qu'on a vu déjà qui me laisse croire que je peux pas le baisser plus que ça, puis je comprends s'il y en a qui le baissent plus que ça, mais j'ai le sentiment que Hensler, c'est un joueur qui a peut-être juste eu une mauvaise saison, peut-être pas le bon environnement, peut-être que s'il avait été disons Boston ou disons Denver ou peu importe, je trouve que peut-être que son jeu aurait peut-être été encore plus qui aurait peut-être encore plus ressorti positivement. Donc Logan Hensler, il y a ce côté-là qui fait en sorte que je veux le respecter encore parce qu'on l'a déjà vu. Mais dans l'optique des défenseurs droitiers, je pense qu'il y a, c'est difficile pour moi de le placer dans une discussion avec un Mertka, disons, ou tu sais, même dans les gauchers, si on rentre les gauchers, est-ce qu'il en a donné plus qu'un gars comme Jackson Smith cette année, ou Cameron Reed, donc, tu sais, pour moi, non, donc je peux pas vraiment le monter plus que ça, je peux pas le mettre, tu sais, vis-à-vis ces joueurs-là, ou juste près d'eux. Donc malheureusement, il a été obligé de baisser. Je l'avais troisième au mois de juin, donc ça vous montre à quel point la chute a été dangereuse. Mais je pense que le cut-off pour Logan Hensler, il est là. Je pense qu'il est quand même capable de s'imposer physiquement. Je pense qu'il est capable d'utiliser sa vitesse. Ben, en fait, c'est pas nécessairement sa vitesse, mais utiliser sa mobilité, son patin. On le sait qu'il y a tous les atouts pour être un bon défenseur. Est-ce que c'est un défenseur de première paire? Moi, je suis pas convaincu de ça, malheureusement. C'est plus la projection que j'ai avec Logan Hensler, mais je pense qu'il pourrait être un bon quatrième défenseur. Je pense que tu pourrais l'utiliser assurément en désavantage numérique. Est-ce que tu pourrais l'utiliser en avantage numérique, le deuxième avantage numérique? Peut-être. C'est pas nécessairement un joueur qui est super dangereux sur la ligne bleue. C'est pas un gars qui te met sur les talons ou qui peut trouver les options à gauche, à droite ou envoyer des rondelles. Des bons lancers vraiment pour faire dévier, mais pas des lancers très dangereux. Donc, tu sais, ça serait vraiment à améliorer de son côté pour avoir du temps de glace sur l'avantage numérique, mais tu sais, je pense qu'il pourrait très bien jouer sur un désavantage numérique. Parce que c'est pas nécessairement un défenseur qui est soft, c'est pas un défenseur qui est incapable de jouer dans sa zone. Dans ses meilleurs matchs, il est vraiment très bon avec le gap, il est très bon avec le bâton. Il lit bien le jeu, il anticipe bien les jeux, il coupe vraiment des options, mais on l'a pas vu assez cette année. Donc je pense que Hensler a surveillé pour la suite parce que si une équipe réussit à aller le repêcher un peu plus bas même, je veux pas dire que c'est un vol, mais le développement pourrait lui permettre de rentrer dans le côté valeur. Donc la valeur de son rang pourrait être très très bonne par rapport à son développement. Donc, puis encore une fois, c'est pas les mêmes joueurs, mais je me souviens d'un gars comme Kivi Ariou qui avait été repêché en quatrième ronde. On a souvent parlé un peu de donc, il n'y avait pas eu une bonne saison, puis il y avait eu des circonstances, il s'était blessé, puis les circonstances étaient difficiles, puis il se fait repêcher en quatrième ronde, mais s'il se développe,
sais, il a le talent pour la première ronde. Donc, Hensler, c'est un peu ça. C'est que je pense qu'au début, c'est difficile d'avoir un dossier pour le défendre, là, mettons, dans le top 10, mais rendu peut-être à 20, 25 dans ce coin-là, un défenseur droitier avec un bon gabarit, je pense que t'as comme pas le choix non plus d'y penser. Là. Donc, c'est lui qui va être au 20e rang. C'est lui qui amorce mon top 20. J'étais quand même déçu de le voir baisser comme ça, mais c'est lui qui est en mon top 20. Puis en plus de ça, il n'avait pas été mauvais au championnat mondial de hockey junior, mais il n'a pas été utilisé dans un rôle d'importance, puis il n'a pas été utilisé non plus comme un défenseur. Il a été utilisé comme un 7e défenseur, là, carrément 6-7e. Là. Donc, c'est ça. C'est Logan Hensler qui est 20e sur ma liste. Au 19e rang, c'est l'attaquant russe Ivan Ryabkin. Et puis, Ivan Ryabkin, ça a été une situation... C'est tellement bizarre comme situation cette année. C'est tellement bizarre de la façon dont sa saison s'est déroulée, comment ses classements ont fluctué vraiment. On a été obligé de le baisser, puis à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui l'ont carrément sorti de leur top 32. Puis pourtant, moi je trouve que ça a été un peu sévère, peut-être, c'est juste mon opinion, mais je trouve qu'on a été un peu sévère envers Ryabkin. Est-ce qu'il est le joueur qu'on avait vu en MHL l'année passée? Pas du tout. Absolument pas. Mais est-ce que c'est un joueur qui a perdu vraiment toute habileté, toute capacité en offensive, en défensive, sur le jeu physique, des choses comme ça? Pas tout à fait. J'ai l'impression qu'on a été très sévère envers lui parce qu'on s'attendait à ce qu'il connaisse une autre saison incroyable comme il a connu l'année passée dans la MHL. Puis à seulement 17 ans, évidemment. Puis, et même, c'est bon, ça n'a pas été même 17 ans, ça a été 16 à 17 ans. Donc, Ryabkin, il ne faut pas oublier là, qu'il vient d'avoir 18 ans. Là. C'est un jeune joueur qui a montré des choses très talentueuses l'année passée, qui a été un peu qui était quand même corpulent un peu là, à 6 pieds 200 livres. C'était pas nécessairement un gars qui avait une énorme vitesse cette année, mais moi je trouvais qu'il patinait quand même assez bien. Puis c'était pas nécessairement un gars qui était très dynamique, mais il est tellement intelligent quand même sur la glace. Je trouve que c'est un peu réducteur de voir à quel point ce gars-là a été carrément écarté du jeu. Parce que oui, tu sais, on le voit, mettons, les statistiques. MHL, on faisait quasiment un Gomez Watch. Là. On regardait quand est-ce qu'il allait marquer un but en MHL. Ensuite de ça, il a joué aussi dans la VHL, dans la KHL. Il a été trimballé à gauche puis à droite. Ensuite de ça, il arrive dans la USHL. Puis je trouve que dans la USHL, là, il a pris confiance toute la saison. Il a été impliqué, physiquement, même. Il était même très. Il a été même dirty, là, par moment. Il a été suspendu, c'est pas pour rien, là. Ensuite de ça, il arrive en série. Il hausse son jeu d'un cran aussi. Ça a été un joueur très productif en série, mais non seulement productif. Très solide dans sa zone, très solide dans les petits détails. Évidemment, oui, la production, il a été bon en série, puis là, ensuite de ça, il arrive en finale. Bon, quelques matchs un peu plus... les 2 derniers en particulier, ça a été un peu plus tranquille pour lui, mais il était quand même bon sans la rondelle. Puis là, on va peut-être rire un peu de ça, mais je pense que Ryabkin, il a fait une petite transition dans son jeu, peut-être involontaire, mais le côté talent est encore là. Je pense que la transition dans son jeu, ça a plus été le fait que il est devenu un joueur complet, en guillemets. Il est devenu un joueur plus physique. Il est devenu un joueur un petit peu plus dangereux le long des bandes en défensive. Un petit peu plus actif en défensive. Un petit peu plus prêt pour les replis. Puis à l'attaque, quand il y avait la rondelle, encore une fois, des excellents jeux quand même avec la rondelle, côté passe. Très bonne main, donc il est capable de feinter, il est capable en espace restreint, il est capable de se détacher.
capable d'avoir encore une fois la patience tu sais, je dis souvent ça des joueurs, mais ça c'est important parce que des fois, dans la Ligue nationale, tu as besoin d'avoir cette seconde de plus-là. Puis ça c'est un joueur, Ryabkin, qui l'apprend cette seconde-là. Euh, donc je trouve qu'on l'a vraiment écarté de la discussion alors que c'est un joueur pour moi qui a encore beaucoup de qualité. Est-ce que, tu sais, il arrive un moment où tu te dis, bon, c'est un joueur de centre, est-ce qu'on doit le... Tu sais, dans quel endroit il doit se situer? Puis moi, je regarde les joueurs de centre que j'ai près de lui. Tu sais, on a parlé Jack Nesbitt, on a parlé de Cole Reshney. Puis ensuite de ça, tu sais, il y a eu Jack Murtaugh aussi un peu plus bas. Mais, tu sais, est-ce que Ryabkin est-ce que Ryabkin est moins physique qu'un gars comme mettons, Horkoff ou peut-être un peu, mais tu sais, pas tant que ça. Est-ce qu'il y a moins de talent qu'un joueur comme Cole Reshney? Moi, je pense pas non plus. Est-ce qu'il est capable de jouer défensivement? Il est capable de... Tu sais, Ryabkin, à toutes les fois qu'il coche, que je le compare à certains des joueurs de centre que j'ai en arrière de lui, il coche ces cases-là. Il est capable de donner de solides mises en échec aussi. Donc, encore une fois, comme je le mentionnais, un peu dirty, là, un peu salaud. Donc, je vois pas pourquoi ce joueur-là, dans ma liste, descendrait beaucoup. Même si, encore une fois, je dis, on le voit, ça a été populaire de le faire glisser dans le classement, mais je pense que le bateau a quitté le port côté joueur très talentueux. Je pense que Ryabkin, ça deviendra plus un... En tout cas, tu sais, j'ai pas l'impression, mais ça deviendra plus un Mishkov, ça deviendra plus un Demidov, comme on pensait peut-être l'année passée. Mais est-ce qu'il peut devenir un genre je sais pas, Namestnikov, ou est-ce qu'il peut devenir un slash Nishushkin, ou tu sais, là, je parle d'un centre du côté de Ryabkin, mais tu sais, est-ce qu'il peut avoir cet impact-là, même si il n'est pas nécessairement le gars qui drive le jeu tout le temps, ou est-ce qu'il peut avoir cet impact-là, même si c'est pas nécessairement le gars qui a la rondelle sur sa palette, puis qui est dangereux, qui avec la rondelle qui fait reculer les défenseurs ou qui déborde les défenseurs. Donc, moi, je pense que oui. Il lit bien le jeu, puis il est capable de trouver les espaces, il est capable de finir des jeux. Ce qu'on n'avait pas vu cette année en Russie. Là, quand il reçoit la rondelle sur la palette, il est capable de décocher des bons lancers. Il est capable de se faufiler dans des endroits. Il est capable de prendre cette rondelle-là, puis ensuite de ça, se servir un peu servir d'appât pour utiliser d'autres coéquipiers, puis bien connecter avec eux, ces coéquipiers-là. Donc pour moi, Ivan Ryabkin, ça n'a pas été une saison incroyable pour lui, mais je pense que la deuxième moitié de saison m'a donné l'impression qu'il méritait une place dans mon top 20, puis je pense qu'il mérite une place aussi comme potentiel centre middle six. Puis si au pire tu veux le faire jouer à l'aile, il est quand même bon en échec avant, puis il est quand même tannant aussi en fond de zone. Donc, peu importe où il va jouer, j'ai l'impression que Ryabkin va réussir à aider ton équipe. Puis, des fois, c'est pas toujours... Des fois, c'est dommage, puis tu vas aller repêcher un gars 20e, puis ça sera pas ton gars de 70 points, 80 points. Mais s'il remplit un chandail, puis il y a une utilité peu importe, sur ton troisième trio, c'est quand même c'est un gars qui joue au hockey dans la Ligue nationale, puis c'est un gars qui aide ton équipe. Donc je pense que des fois on est sévère avec le fait que on veut pas que des gars 19e deviennent des joueurs de 20 points, là. Mais je pense que le repêchage est tellement faible, tant qu'à moi, que de repêcher un gars comme ça 20e, 19e, je trouve que ça a quand même beaucoup de valeur. Donc Ryabkin, puis faut pas oublier là, les Lumberjacks, ils ont gagné la finale de la USHL, ils ont gagné la Clark Cup. Fait que c'était une belle run de série pour lui, dans laquelle il a été impliqué, dans laquelle il a eu son rôle à jouer pendant tout le long. Donc 19e, Ivan Ryabkin. Je déteste pas son jeu, je pense qu'on a peut-être été un peu sévère pour lui cette année. Un joueur qu'on n'a pas été sévère, par exemple, qui a beaucoup monté dans les listes au 18e rang, c'est Brady Martin. Puis je sais, bon, peut-être Brady Martin au 18, ça va peut-être en surprendre quelques-uns après ce qu'on a vu
au U18 où il a été excellent, il a été de tous les combats, il a marqué des gros buts, il a été physique, très physique, il a été intense dans toutes les zones, dans toutes les situations. Mais je pense que Brady Martin, c'est moi la raison pourquoi je l'ai 18, puis c'est quand même pas si bas que ça, là, mais c'est tout l'ensemble de l'œuvre aussi. Là. C'est que si on se fie juste au U18, c'est sûr que Brady Martin il a l'air d'un joueur de top 5, peut-être sixième même. Craig Button le passer de genre 20 à 6 dans un classement à cause du U18. Bon, ça c'est son opinion, mais moi, il a quand même passé de 26 à 22 à 18. Donc, ça a été une progression pour lui cette année. Ça a été un joueur qui a eu de très bonnes minutes cette année à Sault-Sainte-Marie. Puis, Brady Martin, moi, je vais commencer tout de suite du côté, pas nécessairement les points puis tout ça, mais je trouve que c'est un des meilleurs joueurs de désavantage numérique puis défensif de tout le repêchage. Puis de toute la CHL, puis on va parler de Braden Coots aussi là-dedans. Puis, Brady Martin, c'est un gars qui a montré cette année en désavantage numérique ou dans son jeu défensif, qui avait un potentiel d'être je veux pas dire un gagnant du Selkie, mais être un joueur qui va venir vraiment solidifier ta défensive pour un attaquant. Puis je pense qu'il va être très bon aussi en désavantage numérique. Le bâton est très bon. Les lectures de jeu sont très bonnes. Encore une fois, pour son gabarit, c'est pas un gars qui a nécessairement un gros gabarit. Il est 6 pieds 174, là, ça c'est ma shape. Là. Mais il a l'air fort, il a l'air costaud, il a l'air carré, entre guillemets. On l'a pas vu en bédaine, là, mais il a l'air vraiment d'un joueur assez fort physiquement pour son gabarit. Puis ça, c'est encourageant parce que dans la Ligue nationale, il va probablement prendre 10-15 livres. Puis s'il arrive à 6 pieds 190 livres, avec la force qu'il a, avec le travail qu'il a le long des bandes, à quel point il est capable aussi de récupérer les rondelles. Puis là, je parle même pas de ses mises en échec, puis à quel point il a pas peur d'aller dans le contact, puis à quel point il a pas peur de ramasser les joueurs qui s'amènent vers lui, que ce soit le long des bandes ou limite dans le milieu de la glace. Je pense que Brady Martin, déjà là, il a beaucoup de valeur. J'ai l'impression que son jeu dans les deux sens le rend très attrayant pour une équipe de la Ligue nationale. Puis là, encore une fois, c'est sans parler de son jeu offensif aussi, parce que Brady Martin, il y a un tir assez pesant, il y a un tir assez lourd. Tir sur réception n'est pas mauvais non plus. Tir des poignets aussi, c'est ça, comme je dis, c'est assez dangereux. Puis c'est un peu la même chose, c'est la progression pour lui cette année. Parce que je trouve qu'il y a aussi eu des moments où il a amélioré un peu son playmaking cette année. Je pense qu'il a trouvé des façons d'être un petit peu plus... d'utiliser un peu plus ses coéquipiers, d'être un petit peu plus... de tenter un peu plus de choses avec certaines lignes de passe un peu plus risquées, mais calculées. Donc moi, de ce côté-là, Brady Martin, j'ai pas détesté cette avancée-là du côté du playmaking cette saison. C'est pas juste un gars qui va aller... c'était déjà pas juste ça, Brady Martin, mais je pense que on peut peut-être s'attendre à ce qu'il devienne un peu plus un gars qui finit un peu les jeux près du filet du côté de la Ligue nationale, mais il y a aussi cette touche-là d'intelligence avec la rondelle, de capacité à créer des jeux. Donc, puis comme je le mentionne, ça a été une progression pour lui cette année parce que on l'a vu au Linka Gretzky dans un rôle, encore une fois, comme on parlait avec Kindle, ça n'a pas été un rôle de premier plan peut-être pour lui. Il a quand même bien ressorti. Ensuite de ça, pendant la saison, on a vu petit à petit un gars qui est encore plus en confiance, encore plus assuré dans son travail offensif, mais aussi défensif, à quel point il imposait un peu le respect en défensive, si ça on peut dire ça. En désavantage numérique, il mettait beaucoup tout le monde sur les talons un peu. Il a fait partie du match les deux matchs contre la US, en fait le programme américain. Ça n'a pas été mauvais de son côté, puis il a fini fort. Les séries, ça a quand même été bon.
dans l'ensemble, tu sais, c'était pas évident de jouer, de faire partie des séries avec une équipe qui était quand même pas si solide que ça. Mais il a fini fort avec le U18. Donc, je trouve que du côté de Brady Martin, pendant toute la saison, il a montré qu'il y avait une place peut-être comme centre 2.5 un peu. Peut-être sur le deuxième trio, au pire sur le troisième trio, mais tout ce qu'il amène, il est très complet. Donc tout ce qu'il amène sur la patinoire, j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas des DG qui vont regarder ça, des entraîneurs-chefs qui vont regarder ça, puis qui vont dire « Hey, tabarouette, Brady Martin, peut-être c'est peut-être notre deuxième centre de 55 points ou notre deuxième centre et demi de 55 points. Il va peut-être être capable d'empoter 25, mais il va venir t'aider tellement sur le désavantage numérique aussi. Puis dans plusieurs bonnes situations. Donc Brady Martin, c'est la seule chose moi qui me retient un peu dans son cas. Puis pourquoi je l'ai pas monté un peu plus que ça, c'est que je trouve que son patin puis son pace, son patin est peut-être un petit peu moyen, puis son pace est un petit peu moyen aussi. Donc peut-être que pour vraiment avoir un plafond plus élevé, pour vraiment avoir une possibilité d'être très, très dangereux à 5 contre 5, ça lui prendrait juste un petit peu plus de ça, de patin, un petit peu plus de pace avec la rondelle, mais moi je le voyais des fois un peu être un peu sournois dans le sens qu'il arrivait un peu en deuxième vague, puis il profitait de certains espaces, puis là ensuite de ça décochait un très bon lancer des poignets, où il arrivait avec la rondelle le long de la bande, puis là ensuite de ça, il utilisait son corps un peu, baissait l'épaule, utilisait de la protection de rondelle, puis euh, tentait des petites passes un peu, essayait d'amener les rondelles dans l'enclave. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est un joueur qui va très bien se développer. Je pense que c'est un joueur qui va être très utile pour une équipe qui veut participer aux séries, qui va vouloir participer aux séries, mais aussi une équipe qui est rendue en série. Est-ce que tu peux... je le comparais un peu à un Owen Beck, là, dans le sens que... Ou ça peut être un Philippe Dano ou quelque chose de ce genre-là. Dans le sens que c'est pas le gars que tu regardes sur le jeu qui est nécessairement flashy, mais quand tu le regardes, tu vois des choses importantes, des récupérations de rondelles, le travail le long de la bande, à aider aux sorties de zone, à aider aux entrées de zone aussi en gardant la rondelle sur la palette. Donc, Brady Martin, pour moi, c'est un joueur qui... je comprends pourquoi il monte. Je suis pas prêt à monter très très haut non plus. Mais au 18e rang, je trouve que ça serait en tout cas, ça serait une cible pour le Canadien, assurément, s'il est encore là. Moi, j'hésiterais jamais de sélectionner ce gars-là. Donc, au 18e rang, ça va être Brady Martin des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Au 17e rang, sur ma liste, c'est le défenseur Cameron Reed, défenseur gaucher des Rangers de Kitchener. J'ai l'impression que Cameron Reed, c'est pour certains, il faut que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, on dirait. Je sais pas si... Je pense que c'est plus... il est un peu plus polarisant que qu'est-ce qu'il est vraiment, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'observateurs qui aiment son dynamisme, qui aiment la façon dont il active le jeu, qui aiment la façon dont il vient s'impliquer en attaque, qui travaille le long de la ligne bleue, qui travaille même le long des bandes avec des petits tourniquets ou des petits jeux, des petites feintes agiles. À quel point il a un très bon lancer des poignets, à quel point il est capable de décocher des lancers violents, mais aussi décocher des lancers qui viennent juste bien se placer pour des retours, pour des déviations, qui met les gardiens un petit peu, tu es obligé de faire un arrêt de la patte, tu dois te repositionner. Donc, je trouve que du côté de Cameron Reed, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Puis, en contrepartie, il y a beaucoup d'observateurs peut-être qui n'aiment pas son jeu défensif, qui n'aiment pas le fait qu'il soit un peu plus à risque défensivement, que le côté physique est un petit peu plus difficile, que sous pression, des fois, il y a des petites erreurs. Puis, tu sais, on les voit, ça c'est correct. Moi, j'en ai vu quelques petites erreurs défensives de Cameron Reed. Mais moi, je m'accroche surtout au jeu offensif. C'est la raison pourquoi je l'ai si haut. C'est que moi, j'ai l'impression que Cameron Reed, puis là, je le compare pas à Lane Hudson, mais j'ai l'impression que
la créativité offensive, elle est là un peu. Puis encore une fois, c'est pas une comparaison, je vais être sûr qu'on comprenne bien, mais tu sais, qui est capable d'acheter une seconde ou deux de plus, il est capable d'ouvrir un jeu de plus qu'un autre, ou il est capable de se donner une occasion de décocher un lancer, de bouger, puis ensuite de ça, de décocher un bon lancer. Donc, tu sais, j'ai l'impression du côté de Cam Reed que cette attaque-là, parce qu'il a la tête haute, parce qu'il a une bonne vision, parce qu'il est intelligent avec la rondelle, parce qu'il sait où se positionner aussi quand c'est les coéquipiers qui ont la rondelle en zone offensive. Tu sais, je vois pas pourquoi ça se transposerait pas dans la Ligue nationale. La question, par exemple, c'est où ça va se transposer. Tu sais, est-ce que ça va être un défenseur de 60 points ou ça va être un bon défenseur de 35 points qui t'amène de l'attaque? Tu sais, moi, je pense plus vers l'option du 35 points avec peut-être des petites pointes ici et là à 45. Mais c'est moi, je trouve que le côté offensif de Cameron Reed, même à partir de sa zone, je trouve que c'est très solide. C'est un joueur, les premières passes sont bonnes, sont dans la foulée des joueurs, il est prêt à. Tu sais, il les repère. Ensuite de ça, la passe arrive, les gars perdent pas de vitesse. Puis il y en avait là, quelques gars du côté des Rangers là, qui étaient quand même pas des mauvais patineurs. Là. Puis quand tu reçois ça, puis donc il y avait des mains, là, quand tu reçois ça sur la palette, puis ensuite de ça, tu peux garder ta vitesse, puis tu peux tout de suite attaquer un défenseur. Euh, je trouve que c'est déjà très gros. Euh, puis moi, le côté défensif de Cameron Reed, il m'a pas tant dérangé cette année. Je ne sais pas si c'est moi qui ai pogné des excellents matchs défensifs. En fait, excellent, c'est peut-être un peu exagéré, mais à quel point défensivement, moi, j'ai pas vu les aspects euh, si dangereux que ça. Oui, j'en ai vu des erreurs. Il n'y a pas personne qui va jouer un match de hockey puis que ça va être parfait, puis il ne commettra pas d'erreur en défensive, il ne commettra pas d'erreur en zone neutre, il ne commettra pas d'erreur en zone offensive. Ça n'existe pas. Là. Que tu sois Connor McJesus ou que tu sois Bobby Orr ou quoi que ce soit, ça n'arrivera pas. Tu vas en commettre des erreurs. Mais moi, j'ai pas l'impression que Cameron Reed a tant coûté à son équipe défensivement cette année. J'ai pas trouvé que il se faisait. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a eu des problèmes physiques, puis il y a eu des problèmes pour quand les joueurs coupaient au filet ou le long des bandes. Mais tu sais, il y a un bon coup de patin de Cameron Reed, donc c'est rare qu'il se faisait prendre à contre-pied un peu. C'est rare qu'il se faisait débordé, puis là, il était vraiment à bout de ressources. Là. Il était capable d'avoir un bon bâton, il était capable de quand même amener les gars dans le coin, encore une fois, d'acheter du temps à ses joueurs en repli, peut-être. Donc, si on fait abstraction de tous les problèmes qu'il y a eu, bon, pas les problèmes, mais toutes les petites séquences qu'il y a eu où il a mal paru, j'ai pas l'impression que c'était tant ça arrivait tant souvent que ça. Là. Je trouvais il a été bon dans l'ensemble cette saison. Moi, ce qui m'a un peu inquiété, puis là, je pense qu'en série, ça a été un peu plus difficile. Puis je veux quand même mettre un bémol parce que je pense que ça a été très difficile, mais contre les Knights de London. Donc, je sais pas si c'est nécessairement le match-up qui était pas bon parce que les Knights, c'est un club intense. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de défenseurs aussi qui viennent rentrer dans les attaques. Donc, il a peut-être été exploité un petit peu plus dans cette série-là, dans les matchs que j'ai vus, comparativement à peut-être la série précédente contre les Spitfires. Donc, je veux pas nécessairement dire que quand le niveau est un peu plus élevé, qu'il s'est affaissé un petit peu Cameron Reed, mais on a vu qu'il était un peu plus exploitable. Mais encore une fois, c'est un défenseur de 18 ans, donc il va assurément prendre de la maturité, il va prendre du coffre aussi, probablement une dizaine de livres, donc si ça l'amène à 6 pieds 185, est-ce qu'on est si loin de certains défenseurs qu'on a vus
dernièrement. Moi, côté mobilité, je trouve il m'a donné une petite vibe parfois d'un gars comme Tanner Molendyk, qu'on a vu. On l'a vu, là, Molendyk, dans les dernières saisons. En fait, non seulement on l'a vu dans les dernières saisons, mais on le voit cette année dans la Coupe Memorial. On l'a vu au championnat mondial de hockey junior. Donc, Cam Reed, est-ce que ça peut être un genre de modèle de progression un peu? Parce que Molendyk, c'est un choix de 24e au total en 2023. Donc, est-ce que Cameron Reed, s'il devient ce genre de défenseur-là, avec un petit peu moins de défensive en lui, je trouve que rendu à ce rang-là, encore une fois, là, moi je l'ai 17e, mais rendu au 20e, 25e rang, je pense que c'est un bon pari pour tout ce qui amène offensivement aussi. Donc, j'aimerais voir si Cameron Reed va être capable de se faire, de progresser, de venir améliorer cette défensive-là, puis de vraiment s'insérer comme un défenseur de deuxième paire, peut-être j'aimerais un numéro 3, mais je pense pas qu'il va être capable de le faire parce qu'il jouera pas en désavantage numérique. Mais un 4 offensif, j'ai l'impression qu'il peut atteindre ça. Mais avec un peu plus de travail peut-être, mais le plafond est plus élevé qu'un gars comme Hensler, mettons. Donc on en a plus vu cette année du côté de Cameron Reed, puis c'est pour ça, de mon côté, que je l'ai 17e sur ma liste. Au 16e rang, c'est l'attaquant, le joueur de centre des Thunderbirds de Seattle, Braden Coots. Braden Coots, 6 pieds, 185 livres, un centre droitier. Puis, tout à l'heure, je parlais de Brady Martin, mais puis que je disais qu'il était bon dans les deux sens, puis qu'il était très bon offensivement aussi, puis qu'il était physique, puis des choses. Braden Coots, le côté physique est un peu moins là, quoi qu'il est quand même énergique, il est quand même, il a pas peur quand même d'aller le long des bandes, puis il y a plus le côté, c'est un joueur défensif ou physique un petit peu plus, c'est pas violent, c'est pas animal là, comme Brady Martin, là, c'est pas plus bestial, si je peux me permettre la façon de le dire, mais Braden Coots, c'est quand même un gars qui va au contact quand même, puis est capable d'aller récupérer les rondelles, puis qui est capable de s'imposer physiquement dans une certaine mesure. Puis ça fait en sorte que, encore une fois, défensivement, je trouve que c'est un joueur de centre très complet. Je trouve que c'est un joueur de centre qui fait les bonnes choses dans son territoire, qui alimente les sorties de zone, qui vient soutenir les défenseurs dans leur territoire, qui vient donner des options, que ce soit au centre ou le long de la bande. Donc, je trouve que Braden Coots, cette année, ça a été un autre joueur qui a très bien ressorti dans les deux sens de la patinoire, de son intelligence en tant que tel. Il a eu beaucoup de volume cette année, Braden Coots. C'était... les Thunderbirds de Seattle, c'était une équipe qui était relativement jeune. Puis c'était lui le centre numéro 1. C'était lui qui matchait les trios. C'était lui qui était utilisé vraiment à toutes les sauces. En avantage numérique, en désavantage numérique. C'était un leader. C'était le capitaine de l'équipe quand même, les Thunderbirds. Il avait 17 ans. C'était quand même pas... c'est pas rien de voir un joueur comme ça avoir ce titre de capitaine-là, puis d'être l'exemple pour ses coéquipiers. Puis il l'a été. Braden Coots, cette année, moi, j'ai pas rien à dire sur lui. Côté, il a pas tourné les coins ronds. Il a été très sérieux dans son jeu. On en avait parlé justement aussi je pense que c'est au mid, où même il a paru essoufflé par moment dans cette saison parce que la charge de travail qu'il a eu cette année, Braden Coots, c'était un peu surhumain. Là. Puis à son année de repêchage en plus, devait gérer probablement les recruteurs, son agent, les directeurs généraux, peu importe qui voulait lui parler. Donc, ça a été très chargé comme saison pour lui. Ça a dû être difficile aussi sur le corps.
Puis jamais on a senti du côté de Braden Coots que son niveau de jeu avait descendu tant que ça. Tu sais, même en série, dans la série contre Everett, il a été... tu sais, on en parlait dans le chat, là, on a regardé des matchs en simultané, mettons, moi, puis Pascal, puis Seb aussi, puis... Tu sais, on n'en revenait pas à quel point Coots il était bon dans sa zone, il était bon en échec avant, il était bon pour amener à alimenter ses coéquipiers, puis c'est vraiment ça sa force, c'est vraiment un joueur, un attaquant dans les deux sens, un joueur de centre dans les deux sens de la patinoire, qui est dynamique, qui a un bon lancer, qui a de bonnes mains, qui fait beaucoup de bonnes choses sur la patinoire, qui est capable d'attirer les défenseurs. À la différence de Martin, lui, il a le patin pour justement être un petit peu plus dangereux offensivement, d'être un petit peu plus nord-sud, entre guillemets, pour déborder les défenseurs. Tu sais, c'est juste le plafond de Braden Coots dans ce qui me concerne. Est-ce que ce gars-là a un potentiel de deuxième centre de 75 points, mettons? Est-ce que c'est vraiment un deuxième centre assuré que tu dis derrière, mettons pour le Canadien, derrière Nick Suzuki, t'as ce gars-là qui a 75 points en lui? Je suis pas convaincu de ça. C'est juste ça. Je pense que c'est un gars de 60 points, 55-60 points, mais encore une fois, qui va tellement t'en donner en défensive aussi, en désavantage numérique, dans des situations corsées en fin de match, pour protéger une avance. Ou même, tu sais, si tu perds par un but, tu peux l'envoyer sur la glace aussi pour aller marquer ce but-là. Donc, il est bon dans pas mal toutes les facettes du jeu, dans toutes les situations. C'est pas un... Tu sais, le problème de Braden Coots, là, c'est que c'est pas un joueur sexy. C'est que quand tu le regardes, tu vois qu'il fait tout bien, tu vois qu'il est tellement utile, mais tu te dis, tu sais, est-ce qu'il fait nécessairement bouger l'aiguille beaucoup? Tu sais, est-ce que si tu te ramasses avec un Nick Suzuki puis Braden Coots comme deux premiers centres, est-ce que le Canadien devient un aspirant ou c'est là, le problème. C'est là la différence avec peut-être certains autres joueurs qu'on a plus haut. D'autres joueurs de centre dont on va parler parce qu'il y en a quand même beaucoup des joueurs de centre dans le top 10 cette année. En tout cas, dans mon top 10, il y en a beaucoup. Donc, la différence, elle est là. C'est pour ça qu'il est un peu plus bas. C'est pas nécessairement parce que il y a pas le talent. C'est pas nécessairement parce qu'il peut pas faire la différence. Mais je pense qu'il il fait moins la différence que d'autres joueurs à sa position dans mon classement. Donc, mais Braden Coots, encore une fois, je l'ai 16e sur ma liste. Si le Canadien devait sélectionner ce gars-là, je pense que s'il est entouré de bons joueurs, de talent, mettons, là on parle pour parler, mais si mettons ton deuxième trio c'était Braden Coots avec Demidov puis un gros gabarit, là, mettons que Liney est pas là l'année prochaine, mettons tu réussis à aller chercher un gros gabarit. Ça fait quand même un deuxième trio qui est excellent. Donc peut-être que ça fait peut-être pas du Canadien un aspirant instantané puis à long terme, mais t'aurais le playmaking, t'aurais le marquage de but, t'aurais le jeu défensif. Avec un gars un peu plus gros, t'aurais peut-être l'espace aussi sur la patinoire. Donc je pense que pour avoir un gros impact, il faudrait quand même qu'il y ait un peu d'aide alentour de lui sur les ailes. Mais comme deuxième centre, je suis quand même très, très à l'aise avec ce qu'il peut apporter dans une équipe. C'est pour ça que je l'ai 16e sur ma liste, Braden Coots. Au 15e rang sur ma liste, c'est l'attaquant suédois Victor Hägglund. Peut-être un peu plus bas que d'autres. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'observateurs qui l'ont dans le top 10. Puis moi, c'est vraiment pas...
c'est pas nécessairement que j'aime pas Victor Eklund puis que j'aime pas son jeu en général. J'ai juste l'impression que le plafond qu'on pense voir, ce que certains pensent voir pour nécessiter un choix top 5 ou top 10, je suis pas nécessairement convaincu de voir ça, moi, du côté d'Eklund. Puis encore une fois, ça, c'est juste... c'est juste mon opinion à moi. Moi, je l'ai toujours eu dans ce range-là depuis le début de la... Même en juin, je l'avais 14e, puis il finit en juin 2025 au 15e rang. Donc, tu sais, son jeu en général m'a toujours bien plu. J'ai toujours aimé ce qu'il amenait sur la glace. Mais, tu sais, est-ce que je vais le prendre avant un gars comme Higgins ou avant comme un gars comme Frondel ou avant un gars comme Desnoyers ou O'Brien ou Bear ou... Ben, tu sais, non. En tout cas, en ce qui me concerne, je dis pas que les autres, ils font leur liste, ils ont le droit, mais moi, juste de mon côté, de mon visionnement, de mes observations, tu sais, je suis pas convaincu que Victor Eklund a un plafond qui mérite, tant qu'à moi, une sélection top 10, mais son jeu en général, je l'ai beaucoup aimé, puis on va en parler de son jeu. Victor Eklund, tu sais, à 5 pieds 11, 165 à peu près, tu sais, il n'y a pas le gabarit de l'emploi quand tu le regardes, mais il est tellement intense. Tu sais, il est physique pour son gabarit. Pas physique dans le sens mine, dans le sens je vais te ramasser, je vais te passer à travers le corps, mais physique dans le sens aime le contact, travaille le long de la bande, capable d'aller au filet, de foncer au filet sans la rondelle, avec la rondelle aussi, mais sans la rondelle, il finit ses actions près du filet aussi. Défensivement, il est très, très impliqué aussi. Je trouve que le long des bandes, pour ce gabarit-là, il y a cette touche de chien-là, de vouloir un petit peu plus. Limite baveuse aussi un peu par moment. Ce qui fait en sorte que, dans une ligue, il a joué dans la Hockey Allsvenskan cette année, donc qui est la deuxième division en Suède, la deuxième ligue de Suède. Mais c'est une ligue professionnelle. C'est une ligue avec des joueurs là, qui ont 29-30 ans, là, qui sont habitués, qui ont de l'expérience, qui connaissent les rudiments du hockey professionnel. Puis Eklund, quand tu le regardais jouer, il avait jamais l'air d'être dépaysé. Il avait jamais l'air d'être en retard sur qui que ce soit. Il avait jamais l'air d'avoir peur de qui que ce soit ou d'être intimidé par certains moments, par certains jeux. Puis du côté de Eklund, ça a été pour moi sa grande force. C'est à quel point il compétitionne bien. Il veut faire une différence. Puis ça tombe bien parce qu'il est capable de faire une différence. C'est un bon fabricant de jeu quand même, Eklund. Puis tu combines ça avec son patin, sa vision du jeu. C'est pas nécessairement un patineur foudroyant, mais dans le sens que il patine bien. Il est capable de te mettre un peu sur les talons. Il est capable un peu de te tenir aux aguets. Puis des fois, le jeu se déroule d'un côté, puis il se fait oublier un petit peu. Puis quand il utilise son lancer, quand il est dans l'enclave ou quand il est près des cercles ou au haut des cercles, puis que là, ça sort, c'est difficile pour les gardiens de l'arrêter. Puis je pense que Eklund, dans l'ensemble, je trouve qu'il est pas... qui est très solide, puis que je pense que tu peux le voir sur un deuxième trio à l'aile. Offensivement, défensivement, moi, ce que j'ai pas détesté cette année, c'était aussi au championnat mondial de hockey junior. Je trouve que il a été un des meilleurs joueurs de la Suède, puis il a été un des joueurs les plus complets de la Suède aussi. Il a pas été, il a été utilisé dans des bonnes situations. On l'a vu au défi Junior A aussi, fin novembre, début décembre, je me souviens plus, mais il a été, lui aussi, encore une fois, il a été impliqué pour cette équipe-là. Beaucoup de matchs cette année, dans des situations différentes. On l'a vu dans le hockey Allsvenskan, on l'a vu au Linka Gretzky, au défi Junior A, au championnat mondial de hockey junior. Puis le niveau de jeu a toujours été élevé. Il a toujours été... puis même, ça a peut-être même progressé un peu pendant la saison.
Parce que j'ai l'impression qu'au Linka puis au défi Juniora, il était peut-être pas aussi. Il y avait peut-être pas autant d'impact qu'au championnat mondial de hockey junior, puis il y avait peut-être pas autant d'impact euh, par la suite dans la saison avec Joe Gardens dans la hockey Allsvenskan. Euh, donc, Eklund, c'est ça. Je pense qu'il y a. Les mains sont là, le patin est là pour moi, la vision du jeu, elle est là, son tir est là, son travail le long des bandes, physicalité en tant que tel. Il coche beaucoup de cases, mais est-ce qu'il coche assez de cases dans la Ligue nationale? Est-ce que je me dis, à ce gabarit-là dans la Ligue nationale, il va être capable de produire encore une fois, du point par match ou du 75 points, puis être un facteur, avoir un impact à toutes les présences, vraiment dans le style de jeu qu'il veut jouer, dans le style de jeu plus serré, espace restreint, espace dangereux. Tu sais, quand il va y avoir des défenseurs aguerris de 6-4, 2-20 dans la Ligue nationale, tu sais, Eklund, il ne pourra pas nécessairement être aussi efficace qu'il l'était dans même pas dans la SHL, mais dans la hockey Allsvenskan. Donc c'est là où je dois me retenir un peu avec sa projection puis son potentiel. Mais je pense encore une fois que si il est jumelé, ça prend peut-être de le voir jumelé avec certains joueurs, de le voir jumelé avec certains profils. On l'a vu jouer avec. Ils n'ont pas joué ensemble toute la saison, mais quand il a joué avec Frondel, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait avec ces deux-là, puis leur compagnon de trio au centre, parce que Frondel jouait à l'aile aussi. Il y avait cette récupération de rondelles-là aussi. Il y avait le travail un peu plus sale de la part de Eklund et de Frondel. Le travail un peu plus malin d'aller se positionner dans des endroits plus dangereux. Donc, je trouve que c'est là où Eklund excelle le plus, mais est-ce qu'il va être capable de le faire régulièrement dans la Ligue nationale? C'est là où moi j'accroche. Mais rendu à ce milieu de première ronde-là, pour le talent qu'il a, puis pour le désir qu'il a, puis pour le chien, puis l'intensité qu'il a, qu'est-ce qu'il amène sur la glace, puis up and down dans une formation, puis toutes les situations un peu. Pour moi, le choix se fait bien, puis il y a de la valeur dans ce choix-là. Donc, il aurait pu être peut-être un peu plus haut, mais la personne que j'ai en avant de lui, j'ai arrêté de le descendre à un moment donné parce que je trouvais que je voulais pas nécessairement. Je trouvais qu'il amenait un peu plus de choses overall, mais Victor Eklund, 15e sur ma liste. Plus petit gabarit, c'est le frère de William Eklund. Je pense que William Eklund a plus de talent overall, donc c'est un peu la raison pourquoi en tout cas, moi, je l'avais plus haut à son année de repêchage, plus d'impact offensif overall. Donc, mais Victor Eklund, un bon joueur de hockey malgré tout, un joueur que 14, 13, 12 et 15 là, dans les listes. Donc, le milieu de première ronde, c'était tout destiné pour lui, cet attaquant-là de plus petit gabarit. Au 14e rang sur ma liste, peut-être un choix controversé. En fait, c'est pas controversé, mais peut-être un petit peu plus haut que certains autres observateurs. Puis, en fait, je comprends aussi si, mettons, il y en a qui l'ont quand même pas mal plus bas. Je comprends. C'est Malcolm Spence, attaquant des Otters d'Erie. Malcolm Spence, moi, là, ce que j'aime de lui, c'est que j'ai l'impression qu'il peut, encore une fois, un peu comme McLeod, là, il peut jouer dans toutes les situations, de toutes les façons, contre n'importe qui, n'importe quand. Capable de jouer en désavantage numérique, il est très bon en désavantage numérique, très, très intense. Puis ça, je pense que c'est une facette du jeu que Eklund n'a pas. Mais tout ça à 6 pieds 1 et 200 livres. Puis Malcolm Spence, c'est un... Je pense qu'il était populaire l'année passée. Puis peut-être cette année, les attentes étaient un peu plus élevées. On l'avait vu marquer le but en prolongation au U18, le but vainqueur au U18.
Il arrive cette année dans sa saison. Matthew Schaefer est blessé, évidemment. Je pense que c'était une mononucléose, en fait, qu'il y avait. Donc, commence la saison sans Matthew Schaefer, qui est un autre joueur évidemment, on va reparler un peu plus haut. Ça a été un peu plus compliqué par moment au début de la saison. Là, il a trouvé son rythme, il a commencé à engranger des points. Matthew Schaefer est arrivé et ça c'est venu aussi l'aider juste sur le jeu en avantage numérique. C'est venu l'aider aussi juste pour créer de l'attaque en tant que tel. Donc, puis là, ensuite de ça, Schaefer s'est blessé au championnat mondial de hockey junior. Puis là, Spence a eu des petits moments encore un peu plus difficiles. Puis je dis pas que c'est la connexion entre les deux, là, mais c'est juste que Spence ça aurait dû être le joueur constant toute l'année qui amène de l'attaque dans cette équipe-là. Il y en a amené de l'attaque, là, il y a 73 points en 65 matchs, il y a 32 buts. Mais je parle plus au niveau. Il aurait pas dû avoir certaines montagnes russes qu'il y a eu cette année, Malcolm Spence. En tant que late en plus, en tant que joueur qui était très près du repêchage de l'année passée. Puis moi, c'est pas nécessairement que j'accorde beaucoup d'importance à ça, là, d'être late ou non, mais il connaissait la game, il connaissait la ligue, il savait quoi faire pour avoir un peu plus d'impact de façon régulière, il connaissait les rudiments de la OHL. Puis j'ai pas trouvé cette saison que ça a été un fleuve tranquille. J'ai pas trouvé que son impact a été constant cette année, Malcolm Spence. Puis ça a été encore. La raison pourquoi je l'ai fait baisser, c'est encore une fois, j'ai pas aimé son jeu en série. C'est que j'ai trouvé qu'en série, là, il a été vraiment à la remorque de plusieurs joueurs. Le gros de la job a été fait par beaucoup de ses coéquipiers. Puis ça a été. Ça a été un petit peu compliqué pour moi de le garder haut parce que pendant la saison, on le voyait ces flashs offensifs-là, on le voyait à quel point il était capable d'aller devant le filet, il était capable de marquer des buts un peu plus dans un rayon de peut-être une douzaine de pieds du filet. Prenait des retours, utilisait son body, son gabarit devant le filet, faire dévier des tirs ou juste récupérer des rondelles. Il patine quand même bien, là, Malcolm Spence, pour son gabarit. Là, il est assez rapide quand même. Pas nécessairement, encore une fois, c'est pas une fusée, mais il se déplace bien. En désavantage numérique, on le voit appliquer beaucoup de pression. Il y a eu quelques échappées, il y a eu quelques occasions d'avantage numérique. Mais le package est attrayant, mais est-ce que le package peut se développer puis arriver à ce niveau-là qu'on voit? Parce qu'il travaille fort et il compétitionne bien, Malcolm Spence, mais pour son gabarit, il n'est pas physique, il ne complète pas beaucoup de mises en échec. C'est du bout de la palette surtout. En étant un peu plus mean, en étant un petit peu plus violent avec les mises en échec, je pense qu'il aurait gagné de justement aller ramasser une coupe de rang de plus, parce que là, on se dit, OK, est-ce qu'il peut devenir un genre de... Puis là, encore une fois, c'est pas une comparaison, mais est-ce qu'il peut devenir un genre de joueur tannant comme un Brady Tkachuk, mettons, là. Puis on le voit pas, ça. On le voit pas, ça, du côté de Malcolm Spence. Mais il est utile sur la patinoire, il est utile dans sa façon de jouer, il est capable de compléter des jeux, il est capable de finir des jeux. Il a une assez bonne vision avec la rondelle, d'assez bonne main pour créer des choses avec la rondelle. Puis il travaille bien, comme je le mentionne, dans les deux sens. Puis il est impliqué sur la patinoire, mais c'est le plafond, là, moi, qui a commencé à me faire peur. Puis j'accorde beaucoup d'importance aux séries. Puis les séries, ça a été un peu plus difficile. Ça a été un des moins bons joueurs à l'attaque du côté pour le rôle qu'il avait, là. Ça a été un des moins bons joueurs à l'attaque du côté des Hatters. Puis non seulement à l'attaque, mais peut-être même de l'équipe en tant que telle, pour le rôle qu'il avait. Donc, Malcolm Spence, la raison pourquoi, là, vous allez vous dire, ben là, ça a l'air négatif, pourquoi il est en haut de Victor Hägglund.
Ben c'est que je pense que le joueur en tant que tel, si on prend Victor Eklund avec un petit peu plus de défensive, avec le gabarit, avec peut-être un peu moins de skills fins, mais l'intensité, elle est là aussi pour Malcolm Spence. Puis, tu sais, je pense que dans un top 6, si on le plaçait à l'aile avec deux autres gars, des gars qui sont un peu énergiques, des gars qui sont un peu plus, qui drivent plus le jeu, qui va lui permettre de simplement aller nord-sud, d'aller faire du dommage un peu dans l'enclave devant le filet. Je pense que là, son impact serait très élevé. Puis, tu sais, c'est un joueur que je pense avec la rondelle, ça pourrait être un petit peu mieux. Mais je trouve qu'il se débrouille quand même bien. Mais il faut pas que c'est pas lui qui doit entamer les attaques. C'est pas lui qui doit orchestrer les relances ou des choses comme ça, à part s'il transporte la rondelle. Puis après, en transport de rondelle, quand il arrive à la ligne bleue, il doit être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Puis c'est pas toujours le cas. Mais je pense que si on lui enlève le fardeau d'être le play driver d'un trio, puis on lui demande juste d'être intense, d'appliquer de l'échec avant, d'aller récupérer des rondelles, de jouer devant le filet, de jouer devant les défenseurs, puis tout ça, je pense qu'il y a cette capacité-là. Puis en défensive, moi je le trouve bon, Spence, puis je le trouve bon en désavantage numérique. Je pense que c'est un des très bons de la CHL aussi cette année. Donc, il y a quelque chose à faire avec lui. Mais est-ce que les équipes vont plus le voir peut-être comme un complément sur un deuxième trio, troisième trio? C'est possible. Puis est-ce que tu veux le repêcher dans le middle six, dans le milieu de repêchage, si c'est la projection que tu as? Alors qu'il y a peut-être des joueurs qui ont plus de talent en avant de lui, en arrière de lui, des gars comme Kindle, Reshny, puis... Murtag, des gars comme ça. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que... on a parlé de Bill Zonon en début de classement. J'ai l'impression que Spence, c'est un peu le Bill Zonon au stéroïde, entre guillemets. Puis, je sais pas si les équipes vont prendre une chance dans le top 15. Mais moi, je trouve que je me fie à son potentiel de progression, de coachage, entre guillemets. Puis 14e, pour moi, je pense que ça serait une bonne sélection. Il aurait pu, comme je l'ai dit, il aurait peut-être pu baisser un petit peu, mais à un moment donné, il était 7e sur ma liste de mi-saison, puis je pouvais pas commencer à le faire baisser de 10-12 rangs. Là. Fait que je me suis arrêté à 14 parce que je pense que ça respectait aussi ma vision que j'avais de Victor Eklund. Donc Malcolm Spence, attaquant des Otters d'Erie. Ailier, donc 6 pieds 2, 200 livres du côté de la OHL. Donc c'est lui mon 14e sur ma liste. 13e sur ma liste. Un autre qui aurait peut-être pu monter un peu, mais là on arrive dans un placement de liste là, où c'est très serré. Les joueurs sont... L'impact que je vois de ces joueurs-là sont assez similaires. Donc c'est Radim Mertka, le défenseur des Thunderbirds de Seattle. On a parlé de son coéquipier il y a quelques instants, Braden Coots, mais là, Radim Mertka, c'en est un cette année que j'étais content de voir la progression parce que je l'avais plus bas dans ma liste au classement préliminaire, 27e, puis j'avais expliqué pourquoi. J'avais expliqué que qu'est-ce qu'on avait vu en Tchéquie cette année, son développement, ça m'inquiétait. J'aimais pas de la manière dont il était utilisé. Il a joué en Extraliga, il a joué en Extraliga 2 même, il a été avant de passer dans la WHL, donc je trouve que cette transition-là vers l'Amérique du Nord l'a beaucoup aidé, puis je trouve qu'il s'en est très bien servi parce qu'il a montré vraiment l'étendue de son talent. Radim Mertka, on l'a toujours dit, à 6 pieds 6, 200 quelques livres, 210, 215 livres, 200 livres peut-être même. Bon, mobilité, elle est très bonne. C'est pas sans rappeler un peu un Silayev qu'on a vu l'année passée ou même Simachev ou des gros gabarits qui patinent bien, qui ont la tête haute, qui regardent un peu ce qui se passe dans leur zone pour relancer l'attaque. Puis Radim Mertka, la différence,
c'est que, ben, en fait, peut-être un peu plus la différence par rapport à Silayev, puis j'en ai parlé, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus de transport de rondelles avec ses mains, beaucoup plus de désir d'aller à l'attaque, d'aller trouver ces pochettes-là, d'aller trouver les endroits où il peut euh, décocher des lancers du poignet. Tout simplement juste arriver aussi en, tu sais, un peu backdoor, un peu, tu sais, t'arrives, puis les joueurs adverses sont aimantés un peu par la rondelle, ils portent pas attention à ce qui se passe près de l'enclave ou de l'autre côté. Mertka, il est capable d'arriver de ce côté-là. Il est capable même de venir, des fois, manœuvrer en zone offensive avec la rondelle, garder ça sur sa palette un peu, puis essayer de faire bouger la boîte, essayer de faire bouger les joueurs. Travaille bien le long de la ligne bleue. Je trouve qu'il y a un bon lancer des poignets. Lancer frappé, c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas nécessairement ce qu'on a vu régulièrement de son côté, des tirs sur réception comme ça. Euh, mais Mertka, donc le côté offensif, c'est là que ça devient un petit peu plus attirant parce qu'il est un peu plus impliqué. Euh, Puis moi, ce que je voulais mentionner, qu'on l'avait dit, c'est que cette année, il y a eu un point par match environ dans la WHL. Puis j'ai pas l'impression que ça donne le portrait global de sa saison puis de sa projection. J'ai pas l'impression que Radim Mertka, ça devient un défenseur de 65 points dans la Ligue nationale. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il ait été beaucoup utilisé. Ça a été, puis c'était le défenseur, le go-to guy défensif, là, pratiquement à Seattle. Jouait beaucoup de minutes. Donc, ça a été... C'était plus là où je pense où on a été... on va peut-être se faire un petit peu miroiter le potentiel offensif, mais euh, je le vois comme un bon... J'avais parlé un peu de Reinbacker dans le... Je pense que c'est notre mid. Euh, Puis c'est pas nécessairement une comparaison encore une fois, mais je pense que ça va être un bon défenseur numéro, tu sais, un bon 3 mettons. Merca, il est capable d'aller jusqu'au un défenseur numéro 3. Je pense que tu vas pouvoir l'utiliser en désavantage numérique, parce qu'en désavantage numérique, là, évidemment, il y a le gabarit, puis en défensive, on l'a vu aussi, là. Le gabarit est là, la physicalité, elle est là, le bâton, les petits doubles échecs, le ménage devant le filet, récupération de rondelles le long des bandes. Euh, quand il doit aller du revers, je trouve que c'est bon. Il est pas, il panique pas tant que ça quand que c'est doit aller du côté de son coup droit, de son forehand, du côté de la bande. Euh, Ça sort bien aussi, il repère bien ses options. Donc, des avantages numériques et défensifs, moi je suis convaincu que Mertka peut avoir un gros impact dans une équipe de la Ligue nationale. Est-ce qu'il va pouvoir se faire utiliser par moment en avantage numérique? Un peu comme on a vu, mettons, Brian Backer, c'est arrivé un petit peu aussi avec le Rocket cette année, dans les matchs qu'il a disputés vers la fin de la saison. Donc, est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser en avantage numérique? Peut-être. Est-ce qu'il va être utilisé en avantage numérique? Ça, c'est un autre débat, mais si tu lui donnes 22 bonnes minutes, je pense que Mertka, je pense il va être très efficace pour ton équipe. Je pense que ça va être un défenseur qui va te donner, comme je dis, peut-être un 35 points, que tu vas pouvoir matcher contre n'importe qui va être capable de venir appuyer l'attaque quand c'est nécessaire, sans nécessairement se faire trop prendre. Le bâton va être là en défensive, il va être capable de briser des jeux. Donc pour moi, c'est. Tu sais, je veux pas. Je veux pas le mettre. Je veux pas le mettre plus haut parce que, bon, comme je le mentionne, je pense qu'il y a des. On arrive dans un range où les joueurs s'équivalent un petit peu, puis ça devient difficile de vraiment départager tout ça. Mais je trouve que 13, puis si je vois des équipes le repêcher dans le top 10, je pense pas que je vais être surpris. Puis je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être surprises de voir ce gars-là sortir dans le top 10. Puis même,
suis pas mal convaincu qu'il va sortir dans le top 10. Ça, c'est ça. Ça reste à voir. C'est un défenseur qu'on avait un peu vu au Linka Gretzky, mais qui avait pas nécessairement... On le voyait à cause du gabarit, puis on voyait certains flashs, mais c'était pas nécessairement ce qui avait ressorti beaucoup. Je pense que si, mettons, vous l'aviez suivi l'année passée, au U17, ou même il avait fait partie du U18, c'était déjà... Il avait été physique même au U18. Je pense que c'est là où ça avait peut-être un petit peu... ça avait attiré l'œil un peu, parce que après, au U18 cette année, il a été très bon côté transport de rondelles, puis à l'attaque, puis tout ça. Défensivement, il a fait son travail aussi, mais il a juste continué un peu ce qu'il avait montré cette année. Donc, c'est pas le U18 qui a nécessairement fait bouger l'aiguille dans les classements. C'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Puis il faut pas oublier, il a encore 17 ans. Il a même pas 18 ans encore. Il va avoir 18 ans dans une couple de semaines. Donc, ça, c'est quand même intéressant parce que il a tout fait ça, puis il a tout vécu ce bagage-là depuis l'année passée. Il a joué en Tchéquie l'année passée aussi dans l'Extraliga chez des professionnels. Il a tout fait ça encore, puis il n'est même pas majeur. Donc, ça entrevoit de grandes choses de son côté. Défensivement, c'est ça. Je pense que overall, c'est un bon joueur. Je pense juste que c'est pas le joueur que peut-être on s'attend. Mais en même temps, comme on dit, le Canadien a repêché Ryan Backer. Donc, c'est cinquième. Ils l'ont repêché cinquième. Donc, Mertka, est-ce que c'est si différent que ça? Je pense pas. Donc, tu as besoin d'un profil comme ça pour gagner la Coupe Stanley selon beaucoup d'équipes. Puis je suis quand même un peu en accord. Je sais pas à quel rang à un moment donné ça devient un peu trop tôt, mais 13e rang, Radim Mertka, je trouve que ça serait une belle sélection. Puis encore une fois, je pense qu'il aurait pu monter un petit peu, mais 13, je trouve que c'est un rang acceptable pour moi. Puis je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui l'ont dans ce range-là aussi. Donc très hâte de le voir, de voir où il va sortir, puis très hâte de voir se développer en Amérique du Nord l'année prochaine et éventuellement chez les professionnels. Donc, Radim Mertka, 13e sur ma liste. Au 12e rang, un autre défenseur, c'est Jackson Smith. Et puis, je disais justement que Radim Mertka aurait pu monter, puis Smith aurait pu descendre. Je trouve que c'est deux défenseurs qui méritent peut-être une considération dans le top 10. Puis du côté de Jackson Smith, la raison pourquoi je l'ai placé devant Mertka, c'est tout simple. C'est que je pense que Jackson Smith, c'est l'attaque en lui. Je trouve le potentiel offensif, il est quand même beaucoup plus élevé pour moi que Mertka. En fait, beaucoup plus élevé. Je pense qu'il y a un bon range de différence de une vingtaine, 25 points entre le potentiel offensif de Jackson Smith puis le potentiel offensif de Mertka. Puis, ce que moi j'ai aimé cette année de Jackson Smith, c'est que sa défensive va progresser cette année. Puis un peu comme on parlait l'année passée on a parlé de Zane Parekh, qui a pris une step défensive sans nécessairement devenir un défenseur défensif de haut niveau. Jackson Smith, il a pris cette step-là défensive et je trouve qu'il s'est réellement amélioré. Je trouve qu'il a vraiment limité les crampes au cerveau. Même si, tu sais, il y en a eu des crampes au cerveau, puis encore une fois, tout le monde va en avoir dans ce repêchage-là. Là. C'est pas parce que tu commets une erreur de temps en temps dans un match, puis que là, tu finis le match à -2, que nécessairement, t'es pas bon défensivement. Ça va arriver, mais c'est à quel point tu vas être capable de les limiter, puis à quel point tu vas être capable de les améliorer au fil de ta saison, puis au fil de ta carrière. T'sais, parce que tu pars à 18 ans, tu as ton style de jeu, puis après tu te fais modeler un peu, tu te fais aiguiller par les personnes dans la Ligue nationale, tous les entraîneurs, puis les entraîneurs techniques, tout ça. Puis, tu arrives à un point rendu à 26-27 ans où là, tu as atteint le niveau que tu es supposé avoir, tu es dans ton prime. Puis là, c'est là que tu fais la différence vraiment de présence en présence, de match en match. Je dis pas que tu peux pas la faire à 20 ans, mais je pense que rendu à 25, 26, 27 ans, c'est là vraiment où tu entres dans ton crunch, où là, tu
tu étais dominant. Puis du côté de Jackson Smith, il l'a eu, cette progression-là. Il l'a eu. Puis il l'a non seulement eu, on a parlé de l'arrivée de Charlie Elick qui a fait une différence, qui est venu stabiliser. Mais il y a eu des petites erreurs par moment, mais il a beaucoup limité il a cleané, si on veut, son jeu. Il a épuré son jeu avec la rondelle. Il a épuré son jeu dans ses replis, dans ses lectures, moins risqué, un petit peu moins de pinch agressif, un petit peu moins tu sais, des lectures, des fois où il couvrait son gars, il était agressif, puis ça ouvrait des options où la passe était ouverte de l'autre côté, où il se faisait prendre un petit peu. Tout au long de la saison, on a vu cette amélioration-là du côté de Jackson Smith. Ce qui fait en sorte que le côté défensif, pour moi, c'est pas devenu une source de questionnement. Je pense qu'il y a réellement une possibilité que Jackson Smith atteigne un niveau où il va être un très bon two-way dans la Ligue nationale. Je pense, je dis pas que ça va arriver à 20 ans, mais je pense qu'il y a réellement une possibilité que, au lieu de devenir un Mike Matheson, comme on pouvait penser peut-être qu'il allait devenir, il serait capable de devenir un style Shea Theodore, mettons. Ou tu sais, peut-être un peu à la limite un genre de Josh Morrissey ou quelque chose dans ce genre-là. Donc Jackson Smith, pour moi, c'est ça qui est encourageant, puis c'est ce qui fait en sorte que de voir de la considération dans le top 10, peut-être de certaines personnes, je trouve que ça a de la logique. Ça a beaucoup de logique, même si la centrale l'a plus bas. Moi, Jackson Smith, j'ai beaucoup aimé sa fin de saison. Offensivement, ça, il est tellement bon. La mobilité de ce gars-là, la façon dont il est capable de manipuler les défenseurs, il est capable de manipuler les attaques, travaille très bien le long de la ligne bleue. C'est un gars qui a de très bonnes mains puis une facilité à lire le jeu offensivement. Un bon, solide lancer sur réception aussi, solide lancer des poignets. Capable de venir s'insérer dans certains endroits. Il n'attaque pas toujours au même endroit, il n'attaque pas toujours à la même place sur la patinoire, donc pas toujours à droite, pas toujours à gauche, des fois au centre, des fois il fait même le tour du filet, près du filet. Donc, tu sais, il est très... il se promène beaucoup en zone offensive quand l'occasion le demande, mais tout en étant conscient de qu'est-ce qu'il doit faire aussi pour se replier, puis pour pas vraiment mettre son équipe dans le trouble de l'autre côté quand ça s'en vient de l'autre bord en zone défensive. Puis Jackson Smith, si vous l'avez vu, tu sais, bon, les séries, ça a été difficile. Puis ça, les Americans, c'était pas une grande équipe. Fait que, de perdre en série, puis il a tellement joué beaucoup aussi. Il jouait beaucoup de minutes. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te fais exploiter un peu, puis c'est compliqué, mais quand il est arrivé au U18, là, on a vu vraiment à quel point c'était un... Tu sais, il a amené beaucoup de rondelles au filet, il a amené beaucoup... La relance était très bonne, les premières passes étaient très bonnes. Comme je le mentionnais, choisissait les bons moments pour venir s'insérer en attaque. Puis un peu comme Xavier Villeneuve a fait aussi, puis Xavier Villeneuve, c'est pour 2026, mais Jackson Smith, il a envoyé des rondelles de qualité au filet. Pas toujours pour démolir le filet, pas toujours pour essayer de sniper dans le top net. Placer les rondelles. Essayer de trouver d'utiliser les écrans, d'essayer d'utiliser les joueurs qui étaient devant pour les déviations. Utilise tes coéquipiers. C'est ça d'être intelligent, l'attaque aussi, quand tu es en défensive. Puis on en parlait de Cameron Reed tantôt. Lui aussi, il fait bien. Mais Jackson Smith, il l'a très bien fait cette saison. Puis il était capable de marquer des buts aussi, même cette saison, en utilisant ses mains. Donc, je trouve que la mobilité, le gabarit à 6 pieds 3, est-ce qu'il pourrait être un peu plus physique? C'est peut-être là où j'ai un petit bémol du côté de Jackson Smith, mais dans l'ensemble, son bâton est bon. Vraiment, là, je trouve il s'est bien amélioré cette année. Puis, il y a eu un moment où je l'avais fait baisser un peu dans ma liste. Il était 15e. Ensuite de ça, je l'avais reculé un peu 17e. Puis je pense que le travail de Charlie Elick, puis tout l'ensemble de l'œuvre pour la fin de saison. Puis encore, je donne pas tout le crédit à Charlie Elick, là, mais
Mais de voir que ce gars-là a été capable d'améliorer son jeu, d'aider le jeu de Jackson Smith, je pense que ça nous a montré à quel point Smith, dans une bonne chaise, avec un bon défenseur sur sa paire, il peut réellement avoir beaucoup d'impact dans la Ligue nationale. Donc 12e, Jackson Smith, un défenseur, tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, j'arrive dans un range où c'est pas nécessairement le négatif qui compte, c'est vraiment euh, beaucoup de qualité, beaucoup de talent overall. Donc 12e, il aurait pu être plus haut aussi. Mais Jackson Smith, vraiment aimé ces derniers mois de la saison puis la progression qu'il a eu. Donc c'est encourageant pour la suite des choses. Et au 11e rang sur ma liste, avant d'entamer le top 10, Justin Carbonneau de l'Armada de Blainville-Boisbriand, celui qui s'est qualifié de requin là, lorsqu'il s'est fait dire c'était quoi son animal totem. Donc il nous en a sorti il est très coloré Carbonneau. J'aime quand je l'entends parler à la télé ou dans des discussions sur Internet, quoi que ce soit. Il est un peu coloré. Il a l'air d'avoir une bonne personnalité. Puis je pense que pour le Canadien de Montréal, ça serait intéressant. Mais pour revenir à son jeu en général, bon, Justin Carbonneau, 6 pieds 1, 190, un joueur, un ailier assez mean sur la patinoire. On va commencer par ça. Je trouve que on a vu Justin Carbonneau cette année qui s'est gâté quelques fois avec des mises en échec au centre de la glace ou des mises en échec pour faire mal, pour peut-être parfois même un peu trop peut-être un petit peu trop dirty là, par moment, un petit peu trop on a parlé de selfish. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'il était égoïste. L'attitude de Carbonneau, c'est peut-être pas nécessairement exemplaire par moment, mais je pense qu'il a l'air de vouloir se faire coacher parce qu'il nous l'a montré cette année. Il nous l'a montré que il a travaillé sur son jeu défensif, il a travaillé sur sa façon d'aborder les matchs en tant que tel. Donc, si on me dit, il est un peu, des fois, il va aller se gâter, puis il va aller pogner un 2 minutes ou un 5 minutes pour se faire justice ou se venger, alors qu'il devrait penser à l'équipe. Oui, je peux comprendre, mais en même temps, c'est pas des choses qui sont. C'est pas une peine, c'est pas une cause perdue, là, Carbonneau là-dessus. Là. Il va se faire aiguiller, il va prendre de la maturité, il va prendre de l'expérience, il va savoir quoi faire dans les bons moments au lieu d'aller vraiment aller ramasser des joueurs. Donc, je trouve que c'est le côté physique, c'est vraiment ça qui a été intéressant. Puis je pense même que ça l'aide à se mettre dans sa game des fois. On en avait parlé, moi puis Seb, on était allé voir l'Armada jouer contre les Saguenayens au mois de décembre. Puis Carbonneau connaissait un match assez tranquille, rendu après la première période, puis c'était même 3-0 pour les Saguenayens. Puis en deuxième période, il y en a aligné un là, au centre de la glace. Puis là, tout à coup, il est devenu le joueur d'impact qu'on voyait. Puis il est devenu le meilleur joueur sur la glace. Il est devenu dangereux avec la rondelle parce que il est bon avec la rondelle pour transporter la rondelle aussi. Il a de bonnes mains, utiliser son gabarit pour protéger. Il a commencé à décocher des bons lancers parce que Carbonneau, c'est un des meilleurs lancers du repêchage dans les catégories avec Frondel puis ces gars-là. Lancé sur réception aussi, très violent. Il patine bien, il patine en ligne droite, il est nord-sud. C'est un no-nonsense guy, il s'en va au filet, protège la rondelle, va attaquer le défenseur, va attaquer le filet, va même rentrer dans le gardien de temps en temps. Il finit ses actions au filet. Avec la rondelle, est-ce qu'il est capable de créer des choses aussi pour ses coéquipiers? Oui. Il a été capable d'alimenter des gars comme Goriunov cette année. Quand il a joué avec Matteo Nobert qui est un gars un peu plus fiable défensivement, qui a quand même des skills, mais qui n'est pas nécessairement de très très élevé, potentiel très élevé. Mais avec Carbonneau, ça lui permettait ça permettait à Carbonneau de se libérer un peu plus, d'avoir certaines responsabilités de moins.
puis d'avoir un petit peu plus, de faire un peu plus de flafla avec la rondelle, tenter un petit peu plus de choses, puis même utiliser, encore une fois, son lancer, vraiment décocher des lancers, essayer de générer de l'attaque avec ça. Donc, tout ce qui est le côté offensif de Carbonneau, moi, je trouve que il y a, tu sais, le tir, le désir de foncer au filet, de finir ses actions au filet dans l'enclave, ça, c'est parfait. Le playmaking, moi, je trouve que des fois, les passes sont pas toujours à point, mais j'aime qu'il les tente, puis il est capable de les réussir aussi, les passes. Tu sais, je veux pas dire que tous les jeux meurent sur sa palette. Au contraire, je pense qu'il a développé aussi cette capacité-là à faire profiter les autres cette année. Mais ça va être amélioré, mais ça, c'est correct. Défensivement, je pense que ça n'a pas toujours été élégant. Tentait de bloquer des tirs bizarrement. Des fois, le bâton, tu sais, des fois, il était là, puis on savait pas toujours qu'est-ce qu'il faisait, mais c'était quand même efficace. Puis je trouve qu'il a beaucoup amélioré ce jeu-là aussi, avec l'aide de Mathieu Turcotte, son entraîneur-chef, qui a été congédié. Mais bref, je pense qu'il a insisté pour qu'il y ait dans ces facettes-là du jeu. Il a insisté pour qu'il y ait un rôle du côté de la défensive. Puis, on l'a vu cette année. On l'a vu dans des situations, dans toutes sortes de situations. Donc, moi, je trouve que Carbonneau, c'est l'énergie est là, l'intensité est là, la physicalité est là, le grit, le papier sablé, c'est là. On le voit bien. Puis, je trouve que Carbonneau, après, tout le côté peut-être attitude, tout le côté peut-être manager gérer le match en tant que tel, gérer les situations, je pense qu'il va être capable de le faire. Puis je pense qu'il va s'améliorer parce qu'il va se faire donner des conseils en ce sens-là. Donc, moi, Carbonneau, je l'ai fait monter tout le long de l'année parce que c'est un joueur qui est plaisant à regarder. Puis ça n'a pas toujours été plaisant, dans le sens que il y a eu des matchs un peu plus difficiles pour Justin Carbonneau. On regardait des matchs, puis ça n'a pas toujours ressorti comme on l'aurait voulu. Puis en série aussi, il y a eu des moments où ça a été un petit peu plus compliqué. Il se faisait bien couvrir. Il n'a pas été nécessairement capable de ressortir avec autant d'impact contre le Phoenix de Sherbrooke en série. Mais j'ai quand même aimé son jeu dans l'ensemble, le désir de tenter de faire la différence. Puis Carbonneau, c'est un gars, tu sais, c'est bizarre parce qu'on l'a pas vu. Tu sais, on l'a vu à nulle part. On l'a vu un peu au U17, puis ça, c'est correct. Il y a tellement d'équipes du Canada au U17 que c'est correct d'amener plusieurs gars. Donc, tu vas le voir. L'année passée, c'était un joueur qui m'était tombé dans l'œil assez rapidement, qui avait juste terminé hors de mon top 32 très préliminaire, parce qu'il avait été très bon en série aussi, puis parce qu'il avait eu une très bonne saison côté un peu ténacité, puis du jeu rude, puis du jeu près du filet. Puis là, cette année, il a amené ça à l'autre niveau. Donc, puis on l'a vu aussi contre les États-Unis. Un gars énergique, encore une fois, contre les États-Unis. Il a mené du trouble aussi dans ces deux matchs-là, le challenge, le Prospect Challenge. Donc, Carbonneau, est-ce que top 10, c'est peut-être un peu ambitieux? Oui. À partir de 11, moi, je l'ai 11e. Puis, à partir de là, c'est juste du gravy. Moi, s'il commence à glisser puis il est rendu 22e ou 25e, je pense que l'équipe qui va le repêcher va faire un très gros coup. Donc, à voir où il va sortir, mais assurément un joueur dont les habiletés en tant que telles, que ce soit de main, tir, patin, physicalité, peut-être un peu de création de jeu, l'intelligence quand même, la vision du jeu, je pense que tout est là. Ça reste juste de développer puis de continuer à progresser. Mais pour moi, c'est un attaquant... un futur top 6, attaquant top 6, tant qu'à moi, j'ai aucune... tu sais, un gars comme ça, là, qui met du chaos là, sur la patinoire, puis qui met tout le monde aux aguets, là, c'est tellement important en série. On le voit avec Matthew Tkachuk du côté des Panthers de la Floride. Donc pour moi, Carbonneau, puis encore une fois, c'est pas une comparaison, mais juste dire l'impact que ça a, ces gars-là. Donc pour moi, Carbonneau... si c'est pas premier trio, au pire deuxième trio, mais assurément top 6 pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai 11e.